J'espère que les mathématiques, les quelques mathématiques qu'il y a là-dedans ne vont pas trop vous effrayer. Avant d'écrire la moindre formule, je voudrais commencer par un petit rappel historique. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne sauront pas de quoi je parle. Je vais me placer le 23 octobre 1999. Et à l'époque, le web commençait à devenir un peu étoffé. Il y a eu ce problème des moteurs de recherche, comment on accède aux différents contenus qui sont sur le web. Et à l'époque, il y avait un leader absolu de la recherche qui s'appelait AltaVista, qui, contrairement à ce que vous croyez, n'a pas encore fait faillite. Je crois que ça existe toujours quelque part. Plus personne n'en entend parler, mais ça existe encore. Et ils avaient le quasi-monopole. Ils avaient trouvé un truc absolument super. Ils prenaient tous les sites web, ils les indexaient avec des mots-clés. Vous cherchiez les mots-clés et vous aviez à peu près 200 pages de sites porno qui apparaissaient parce qu'il n'y avait pas vraiment de hiérarchisation des pages. Une autre entreprise, une start-up de technologie est arrivée et a complètement bouleversé cette logique. Et vous la connaissez, parce qu'elle a eu un succès très important. Elle est devenue le leader du search juste après AltaVista. Cette entreprise, c'est Yahoo, qui a payé des millions, ou des milliers plutôt, d'étudiants pour aller parcourir le web, indexer les pages à la main dans des catégories, faire un énorme annuaire. Vous savez que ce n'est pas eux qui ont gagné au bout du compte. C'est une troisième start-up, Google, qui, c'est intéressant de voir, là c'est une page de 99, ils étaient tellement influencés par Yahoo qu'ils avaient mis un point d'exclamation à la fin, parce que vraiment Yahoo était ceux qui dominaient à l'époque, et d'ailleurs même le nom rappelle un peu un truc à la Yahoo. Eux ont complètement changé l'approche. Ils se sont dit, plutôt que d'indexer ça à la main, on va dire que la totalité du web et des liens entre les pages contient une telle information, une information latente sur la pertinence des pages, que l'exploration de cette information latente par des algorithmes automatisés sont la bonne façon d'hiérarchiser le web. Et aujourd'hui encore, c'est comme ça qu'on cherche des choses sur le web. Alors, le type d'algorithme que Google utilise fait partie du domaine qui s'appelle aujourd'hui le machine learning. Machine learning, c'est l'ensemble, donc là j'ai pris la définition Wikipédia, c'est l'ensemble des algorithmes qui visent à apprendre des choses à partir des données empiriques. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est une branche des stats nourrie par l'informatique où l'enjeu est de tirer du sens de faits empiriques et de données empiriques. Alors, évidemment, je ne peux pas en 30 ou 40 minutes vous présenter les grands enjeux, les grands théorèmes, les grandes théories, les nouveaux algorithmes du machine learning. Je voudrais vous présenter les bases méthodologiques. Et pour ça, je vais forcément le faire sur les algorithmes les plus simples. Et avant d'aller sur les algorithmes les plus simples, je voudrais quand même vous donner un exemple du côté magique, parce que Google, à l'époque, donnait l'impression d'être complètement magique. Autre exemple de magie, alors ça, ce ne sera pas couvert dans l'exposé, c'est juste pour le plaisir. Voilà des choses qu'on sait faire aujourd'hui. Vous prenez une photo, vous sélectionnez des choses que vous voulez enlever de la photo. Et à partir de l'information empirique, c'est-à-dire en fait, dans cet exemple-là, je donne la référence du papier à la fin, c'est basé sur l'analyse de toutes les photos qui sont sur le web. Donc ils vont essayer de trouver qu'est-ce qu'il y avait derrière sur une autre photo. Et ils arrivent à compléter la photo. Voilà. Alors, il n'y a pas de cassure épistémologique entre ce que je vais vous présenter là et ce genre de choses. C'est la poursuite du même genre de raisonnement. Petite question de vocabulaire, je parle de machine learning. Il y a plein d'autres mots qui ont été utilisés pour désigner les choses différentes, des choses similaires. Donc parfois on parle de data mining, parfois d'intelligence artificielle, toutes ces choses-là se touchent. Machine learning est le terme scientifique. Et on viendra à la fin de l'exposé un peu sur les implications business. Évidemment que l'irruption de ce genre de méthode a des gros impacts. Je commenterai cette slide plus tard qui réapparaîtra en enjeu business et je voudrais aussi les présenter à la fin. Alors, les algorithmes. Il y a toute une classe de problèmes, enfin il y a différentes classes de problèmes. Il y a des problèmes où on veut prédire une valeur à partir d'autres, il y a des problèmes où on veut mettre des gens en paquet, etc. Le problème le plus simple, qui va me servir de point de départ, c'est le problème dit de régression. Vous supposez que vous voulez prédire une certaine grandeur, par exemple, je ne sais pas moi, la taille de quelqu'un, en fonction d'autres grandeurs numériques. Par exemple, la taille de ses parents ou la taille de ses voisins. Donc là, imaginons juste ma taille en fonction de la taille de mes parents, ou je sais pas quoi. Bon, les chiffres ne correspondent pas exactement à ce cas mais l'idée est là. Vous avez un nuage de points. Vous avez
les choses que vous mesurez qui vont servir de prédicteurs, et vous avez ce que vous voulez prédire qui est là. Et puis vous avez des points de mesure. Et vous vous dites, il y a peut-être une loi, quand les lois physiques comme la gravitation ont été calculées, c'est par interpolation d'un nuage de points expérimentaux. Donc vous voulez prédire la loi. Est-ce qu'il existe une loi, ici une loi de dépendance linéaire, vous voulez dire que, je ne sais pas, ma taille va être une combinaison linéaire de la taille de mes parents. Est-ce qu'il existe une loi de combinaison linéaire qui est la meilleure possible? Pour dire que c'est la meilleure possible, il faut que vous vous donniez une fonction d'erreur. Alors, il y aura quelques slides avec des formules de maths, sinon c'est pas drôle, mais il ne faut pas forcément avoir peur si vous ne pouvez pas lire ça. L'idée est la chose suivante. Vous donnez une fonction d'erreur. Vous vous dites par exemple, je veux minimiser la moyenne de l'erreur entre ma prédiction et ce que j'ai mesuré. Alors souvent, on minimise cette erreur au carré, parce que les maths sont un peu plus faciles quand on le fait au carré. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc vous sommez les erreurs mesurées sur tous vos points. Est-ce qu'il existe une meilleure formule que les autres? Il y a un théorème de maths qui vous dit oui, il existe un unique jeu de coefficients de dépendance linéaire qui va minimiser votre erreur. Alors en quoi cette chose-là est du machine learning? Si on reformule les choses autrement, vous vous dites, voilà, je suis à la recherche d'une loi physique qui prédit un phénomène à partir d'autres phénomènes. Je fais comme seule hypothèse que ma loi est une loi de dépendance linéaire. C'est une hypothèse assez faible, je ne connais rien sur les coefficients, je ne sais pas quels sont les coefficients les plus gros, les plus petits. Ces coefficients qui sont en fait donc des grandeurs physiques que vous voulez connaître, vous ne les connaissez pas, mais vous allez les apprendre à partir de votre jeu de données. C'est la régression linéaire qui va vous apprendre quels sont les meilleurs coefficients. Donc c'est dans ce sens-là que vous êtes parti des données empiriques pour apprendre quelque chose. Donc, voilà, c'est exactement ce que je mentionnais. Alors, une des grandes questions, si vous voulez utiliser ce genre de choses dans des applications pratiques, c'est que vous voulez dire, très bien, j'ai une loi, j'ai fait une hypothèse, que j'avais une loi de dépendance, ma taille peut être prédite comme combinaison linéaire de la taille de mon père, de ma mère, de mes voisins, de mon numéro dans lequel j'habite dans la rue, de mon numéro de sécurité sociale, etc. Vous ne savez pas quelles sont les grandeurs importantes, vous vous dites juste qu'il y a une loi. Le théorème de maths vous dit, il existe, parmi toutes les lois possibles de cette forme-là, une qui est la meilleure. Mais est-elle bonne ou pas bonne? Si vous voulez pouvoir l'utiliser dans des applications de business, vous avez besoin de connaître la précision de votre prédiction. Donc, en physique, les lois physiques ne sont jamais des choses exactes, ce sont juste des approximations de la réalité. Une loi est meilleure qu'une autre si elle est plus proche de la réalité. Et il n'y a pas forcément une loi qui modélise parfaitement la réalité. Donc la grande question, c'est comment prédire l'erreur? Alors je pose une question à la salle et vous avez mesuré votre erreur comme l'écart entre votre prédiction, prédiction c'est la combinaison linéaire, la somme des lambda IPI, et ce qui était le fait expérimental, R de X, vous mesurez l'écart sur différence de points. Est-ce que c'est une bonne approximation de votre erreur? Quelqu'un a une idée? Quelqu'un peut avoir le courage de dire oui ou non? Personne? Quand même, non? Voilà, c'est ça donc. Ça, c'est l'écart sur la population d'origine. Donc c'est une bonne prédiction de l'erreur? Ok, merci. Merci d'être tombé dans le piège rhétorique qui était gros comme une maison et que j'essayais de préparer depuis tout à l'heure. Alors, c'est une phrase que votre banquier vous a probablement dit quand vous souscrivez à un placement financier. La performance dans la période du passé n'est pas forcément un bon prédicteur de la performance du futur, dans le futur. Alors je vais prendre un exemple. J'habite au 13, d'une rue qui n'est pas très loin d'ici. Je mesure 1m90. Donc on va dire la population, c'est moi. Et la loi physique, c'est essayer de prédire la taille de quelqu'un en fonction du numéro de la rue dans laquelle il habite. Bon, ben voilà, le coefficient de proportionnalité, la loi, c'est 190 divisé par 13. Et la mesure d'erreur, parfaite. La loi, elle passe exactement par tous les points de mon dataset expérimental. Donc, j'ai une loi parfaite qui prédit la taille des gens à partir de leur numéro dans la rue. Bon. Ben, parfois, les banquiers ont raison. Et la grande erreur que vous avez faite là, qui est l'erreur fondamentale que tout le monde fait, moi compris, quand on attaque le machine learning, c'est de croire que c'est de confondre l'apprentissage. L'apprentissage, c'est extrapoler une loi à partir d'un ensemble de faits expérimentaux
avec la mesure de qualité. En médecine, on appelle aussi ça l'effet placebo parfois. Si vous voulez mesurer finement la qualité d'un médicament pour traiter un certain nombre de maladies, vous êtes obligé de le faire avec quelque chose qui va vous jouer le rôle d'un ensemble de contrôles. Et cet enjeu expérimental médical est finalement la principale règle scientifique du machine learning. Il vous faut couper les données dont vous disposez en deux morceaux. Un morceau, on va dire, j'ai essayé de faire une loi disant, voilà, en fonction de la couleur de vos vêtements, je vais prédire si c'est un homme ou une femme en prenant cette salle. Donc, je vais prendre la partie gauche, je vais apprendre une espèce de loi d'inférence, quelle qu'elle soit, sur la partie gauche. J'aurai une certaine mesure d'erreur, mais qui sera celle que j'aurai cherché à optimiser. Donc, peut-être que j'aurai trouvé des faux coefficients qui apprennent par cœur la loi sur mon dataset, mais qui ne se généralisent pas. Donc, pour mesurer à quel niveau vous avez appris par cœur ou à quel niveau vous avez vraiment fait une inférence légitime, je vais utiliser l'autre moitié de la salle, et si je ne mesure pas la même erreur, c'est que probablement j'ai appris par cœur sur la partie gauche. Donc l'autre ensemble, on va appeler ça l'ensemble de tests, qui va vous servir à mesurer la qualité. Donc si j'avais séparé et j'avais fait ma loi de dépendance, je prends deux personnes, sur moi j'apprends que 190 divisé par 13 me donne ma taille, et j'aurais tout de suite vu que ça déconnait complètement sur mon ensemble de contrôle. Un autre concept important du machine learning, qui devient appréhendable une fois qu'on a compris cet enjeu d'apprentissage et de test, c'est la notion de complexité. Vous pouvez toujours faire une régression linéaire pour prédire la taille des gens à partir de toutes les données que vous avez. Leur compte en banque, leur numéro de téléphone, le nombre de temps qu'ils ont passé sur Internet la veille, etc. Plus vous faites rentrer de paramètres dans le modèle, plus vous avez une chance d'avoir un modèle qui est proche de la réalité. D'ailleurs, on peut voir facilement, pour ceux qui sont un peu une bonne intuition mathématique, que si je rajoute des variables, la mesure d'erreur sur mon ensemble d'apprentissage ne peut que diminuer. D'accord? Donc il y a un enjeu de complexité. Ici, ce qu'on va appeler la complexité, ça peut être le nombre de paramètres, c'est une sorte de dimension, le nombre de paramètres que je fais rentrer dans ma loi de dépendance linéaire. Plus le nombre de paramètres est élevé, plus l'erreur sur l'ensemble d'apprentissage va diminuer. Parce qu'à chaque fois que je rajoute un paramètre, je me donne la possibilité de compenser l'erreur résiduelle par le choix d'un bon coefficient pour cette nouvelle variable, et ça va forcément diminuer. En réalité, quand vous augmentez la précision du modèle, vous êtes en train d'apprendre par cœur. En gros, ce qui compte, c'est le ratio entre la dimension de ce que vous voulez de votre modèle, ici le nombre de paramètres, sur le nombre d'individus dans votre population d'apprentissage. C'est ça qui contrôle le fait d'apprendre par cœur ou de ne pas apprendre par cœur. Vous ne pouvez pas ajuster 10 variables avec 10 individus. C'est pour ça d'ailleurs que la recherche en génomique est si difficile, c'est qu'en fait, un génome, c'est énormément de variables binaires. La population, ça s'améliore un peu maintenant parce que le coût du séquençage a baissé, mais énormément de papiers de génomique s'appuient sur des échantillons de 200 personnes, et on regarde la variance pour prédire je ne sais quelle maladie à partir de millions ou de dizaines de millions de prédicteurs élémentaires. Quand vous augmentez la complexité, le symptôme de l'apprentissage par cœur, c'est que votre performance sur l'ensemble de tests, d'un seul coup, se met à se dégrader. Il y a toujours un écart, parce qu'il y a toujours des petits artefacts de votre dataset qui font que, même quand votre modèle est dit robuste, ça veut dire que la performance sur l'ensemble de tests est à peu près la même que celle sur l'ensemble d'apprentissage. Donc dans la partie gauche, on est robuste. Quand vous augmentez, la performance sur l'ensemble de train ne fait que s'améliorer. Par contre, sur le test, au bout d'un moment, ça va se dégrader. Donc le bon niveau de complexité, ça correspond au minimum de la fonction de test. Notez que cet ajustement de la dimension de votre modèle, c'est un truc que vous pouvez faire à la main, puisque vous avez votre dataset, vous avez séparé votre population entre train et test, et vous pouvez tester différentes classes de modèles et voir comment les deux fonctions d'erreur se comportent, parce que votre test, en fait, il est aussi issu d'effets empiriques, et vous allez ajuster la complexité. Finalement, ce que je vous ai présenté là dans le cadre très très simple et très réducteur de cet algorithme un peu bêta et franchement dépassé, qu'est la régression linéaire, qui est quelque chose qui remonte au XIXe siècle, c'est quand même fondamentalement
la base conceptuelle de toutes les procédures de machine learning. Vous avez comme ingrédient des données, vous avez une cible. La cible, c'est ce que vous voulez prédire à partir de vos données. Vous avez une classe de modèles. Ça, c'est là que votre savoir-faire, votre connaissance à la fois de l'objet que vous étudiez et de la discipline du machine learning joue un rôle. C'est que vous allez faire des hypothèses du genre « je suppose que la taille dépend linéairement ». Mais ça peut être plein d'autres types de lois de dépendance. Et ça peut être des choses extrêmement sophistiquées et qui ne peuvent pas se formuler en quelques mots comme ça. Mais vous choisissez des classes de modèles. Ces classes de modèles contiennent un certain nombre de paramètres qui sont les choses que vous voulez apprendre. Apprendre en machine learning, c'est juste ajuster des paramètres à l'intérieur d'une classe de modèles. Vous faites une hypothèse scientifique générique et vous allez apprendre les bons coefficients qui optimisent quoi? Pour optimiser, il faut une fonction objectif qui mesure à quel point vous êtes satisfait par la qualité du fit du modèle que vous avez. Donc il faut une fonction objectif. Dans les exemples de régression linéaire, la fonction objectif, c'est juste la somme des carrés entre des erreurs constatées sur un dataset. Et puis, une fois que vous êtes dans ce cadre générique-là, il y a généralement une notion de complexité qui apparaît, qui peut être vue comme un enjeu de dimension, de température de cuisson, où toutes les métaphores possibles sont possibles et pertinentes. Et vous allez, comme ça, apprendre des choses. Alors, je sors de cet exemple très théorique pour donner un exemple très concret qui fait partie des choses qu'on fait. C'est la partie des produits les plus simples que la startup que j'ai créée fait. Supposez que vous avez des millions d'utilisateurs. Vous êtes un marketeur, vous avez des millions d'utilisateurs, et puis vous avez des informations parcellaires. Est-ce que vous pouvez apprendre des choses à partir de votre base de données? Je suppose que pour chaque utilisateur, vous avez un pseudonyme. Imaginez que c'est un chat et que les gens se sont inscrits avec un pseudonyme, ou même c'est une adresse mail, la partie gauche peut être considérée comme un pseudonyme. Vous avez des données comportementales, par exemple des données d'achat, mais pas pour tout le monde. Vous avez des données d'âge et de sexe pour 1%. Est-ce que vous pouvez extrapoler les données d'âge et de sexe à tout le monde? Alors, ce qu'on va supposer, c'est qu'il y a une relation entre le pseudonyme et l'âge et le sexe. Si vous vous appelez Pitchounette, vous n'êtes probablement pas un homme de 65 ans. En tout cas, si vous en êtes un, vous avez plutôt envie qu'on vous prenne pour quelqu'un d'autre que ce que vous êtes. Donc, l'idée, c'est que vous allez prendre une fonction. Le seul problème, c'est que 1% des utilisateurs sur les pseudonymes, c'est quelque chose qui a une énorme variabilité, vous n'en avez pas assez. Donc peut-être que vous allez pouvoir utiliser vos données de comportement pour regrouper les pseudonymes en des catégories de pseudonymes, d'accord, suffisamment restreintes. Donc au début, la dimension de l'espace des pseudonymes est énorme, mais si vous arrivez à les mettre en paquets, trouvez que Pitchounette et Choupinette, c'est à peu près pareil. Alors là, si vous avez assez peu de paquets, vous allez pouvoir extrapoler l'âge moyen dans chacun de vos paquets. Voilà une stratégie de machine learning. Souvent, il y a un enjeu de bricolage comme ça. On se dit, on a des données, c'est un peu épars, il y a plein de trucs. Est-ce qu'on ne peut pas apprendre un truc à partir d'un autre et ensuite, de là, aller à un autre point? Voilà. Donc, je vais vous montrer un deuxième type d'algorithme de machine learning, ce sont les algorithmes de clusterisation. Donc, supposons que vous avez vos pseudonymes et que vous pouvez dire, vous pouvez leur associer un vecteur. Par exemple, vous allez dire le taux d'achat de skateboard, le taux d'achat de... Je n'ai pas envie de dire ce que les gens achètent en vrai parce que c'est un peu effrayant parfois. Mais vous avez comme ça un certain nombre d'axes. Donc du coup, pour chaque pseudonyme, vous pouvez voir est-ce qu'ils ont acheté, est-ce qu'ils achètent des skateboards à 10%, 15%, etc. Vous avez associé à chaque pseudonyme un vecteur. Un vecteur, c'est juste un point dans un espace à un certain nombre de dimensions. Est-ce que ça vous permet de les mettre dans des paquets? Oui, un algorithme très générique, ça c'est un algorithme qui s'appelle K-means, qui est un des algorithmes les plus simples. Je pars du point qui est en haut à gauche, de la case qui est en haut à gauche, j'ai un nuage de points qui sont les points verts. Imaginez que vous allez chercher à regrouper les points verts en deux paquets homogènes. Est-ce qu'on peut faire deux paquets homogènes? Votre œil, votre cortex visuel, il est évolué pour résoudre ce genre de problème, et vous voyez tout de suite qu'il y a clairement un cluster en bas à gauche et un cluster en bas à droite. Okay, ça vous paraît évident. Et comment votre œil et comment votre cortex arrivent à faire des choses comme ça, et comment peut-on émuler ce genre de comportement avec des algorithmes? Eh bien, en quelques mots, et j'espère vous convaincre sans aucune formule, mais juste avec les mains, que cet algorithme est assez efficace. Vous
seule hypothèse, vous faites une hypothèse de dimensionnalité, vous dites je cherche 2, et pas 3 ou 5 ou 10. Vous pouvez mettre n'importe quel nombre, mais vous en prenez, allez, on va dire 2. Et je prends 2 points complètement au hasard dans l'espace. C'est le point bleu en haut à gauche et le point rouge en bas à droite, ok? Dans la case de départ, la première case. Et vous vous dites, très bien, j'ai mon nuage de points, je vais le séparer de force en 2 paquets. Je vais colorier, donc un paquet, je vais l'appeler le paquet rouge et l'autre le paquet bleu. Le point de départ bleu, je vais envoyer dessus tous les points de mon ensemble expérimental qui sont plus proches du point bleu que du point rouge, et je vais envoyer sur le point rouge tous les points, je colorie en rouge tous les points qui sont plus proches du point rouge que du point bleu. Ça donne celle du milieu en haut, là, où vous avez séparé en 2. Clairement, ce n'est pas la bonne façon de séparer en 2, on est d'accord. C'est complètement débile. J'ai pris 2 points de départ, j'ai une séparation qui n'est pas la bonne. D'accord? Vous voyez comment j'ai associé? C'est bon? Bon, mais une fois que vous avez associé là, vous avez un paquet bleu, un paquet rouge. Je vais prendre la moyenne, le barycentre, le centre de gravité de l'ensemble des points bleus, et je vais itérer, et je vais dire mon nouveau point bleu cible, la croix en haut à droite, c'est la moyenne des points dans le paquet bleu. Et je prends comme nouveau point rouge cible la moyenne des points dans le paquet rouge. Ça me donne 2 nouveaux points qui sont déplacés. Vous voyez, les croix étaient là, elles se sont déplacées. Et je recommence. Du coup, je mappe ici, là, les points bleus. Je recolorie en fonction de la proximité de la croix bleue et de la croix rouge. Et je recommence et je refais la moyenne. Et théorème, ce truc-là converge. À la fin, tout le monde va être toujours associé dans le même paquet. Voilà le résultat au bout de 7 itérations, ou de 8 itérations, tout dépend de comment vous comptez. Et là, on a les paquets que votre cortex visuel avait fait. Bon, c'est un exemple très simple, en dimension 2, avec peu de points, mais ce genre d'algorithme, vous pouvez le faire avec des centaines de milliers de points, ou même plus. C'est pas le plus optimal en termes de complexité, donc il faut éviter de le faire avec des milliards de points, mais pourquoi pas? Alors, si on fait du calcul distribué sur des clusters et Hadoop et des choses comme ça, et vous pouvez le faire en dimension quelconque. Donc ça vous permettrait de prendre l'espace des pseudonymes. Il faut compter des dizaines de milliers de pseudonymes. Vous avez vos données d'achat dans plusieurs axes et vous pouvez dire, allez, je vais décider arbitrairement que parmi mes dizaines ou centaines de milliers de pseudonymes, je vais faire 100 clusters ou 200 clusters. Vous appliquez un algorithme. Alors, ce n'est pas celui-là que j'ai appliqué dans l'exemple que je vais vous donner, mais voilà le genre de choses qui vous arrivent si vous clusterisez des pseudonymes à partir de vraies bases de données de comportement marketing. Alors ça, ces pseudonymes-là, ce n'est pas des pseudonymes déclarés par les gens, c'est des pseudonymes qu'on est allé chercher par des algorithmes de linguistique dans les adresses mail. Parce qu'en fait, vous avez plein d'adresses mail qui sont des pitchounettes 234@hotmail.com, etc. Donc là, on a, nous, appris ce jeu de pseudonymes à partir des adresses mail. On a extrait de chaque adresse mail un pseudonyme principal, qui peut être un prénom parfois, ou parfois un vrai pseudo. Et sur des bases qui font des millions et des millions et des millions de gens, on a réussi à clusteriser l'ensemble des pseudonymes. Je ne plaisante pas, c'est vraiment ce que la recherche du cluster autour de Pitchounet a fait. J'ai rien rajouté, rien enlevé, c'est sorti direct de la machine comme ça. Alors pour pas être sexiste, j'ai aussi pris Bogos, qui est pas mal, hein, c'est pas mal. On voit des choses assez intéressantes sur l'imaginaire et la société française, quoi. Enfin, moi, je trouve ça assez fascinant. C'est fait partie des choses qui sont magiques dans le machine learning, c'est que c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'intuition artificielle. On tombe vraiment sur des choses qu'on croyait être le privilège des fonctions les plus évoluées de notre esprit. Être capable de comprendre que ces trucs-là, c'est pareil. Mais en fait, à partir de grands volumes de données, on peut vraiment émuler les fonctions supérieures de la faculté associative humaine. C'est fascinant, terrifiant, et clairement, il y a des enjeux business majeurs derrière ça. Donc, par exemple, on peut prédire le sexe de quelqu'un à partir de son adresse mail, et ça peut même être un produit, et c'est le genre de produit que la boîte que j'ai créée fabrique. On fait des produits plus compliqués, mais ça fait partie des produits, ce genre de choses. Un autre exemple, qui a un enjeu économique majeur, qui est l'enjeu de ce qu'on appelle le filtre collaboratif. Le filtre collaboratif, c'est la chose suivante. Vous avez un certain nombre d'utilisateurs et un certain nombre de choses que vous allez appeler des items, des items. Ça peut être des produits achetés, ça peut être des films vus,
ça peut être n'importe quoi, ça peut être un site de dating et vous avez des user items symétriques des deux côtés. Hein, et vous voulez analyser l'ensemble des... Imaginez par exemple que vous notez, que chaque utilisateur va noter un certain nombre d'items. Et vous voulez utiliser ces notations pour en dériver des logiques d'appétence, arriver à mesurer et à prédire qui va aimer quelle chose. Sur un site de dating, ça voudrait dire qui vous plaira. Sur un site comme Amazon, ça vous donne des choses du genre les gens qui ont lu ce livre, qui ont acheté ce livre, ont aussi acheté celui-là. Une fonctionnalité qu'Amazon appelait ATM, ce qui veut dire distributeur automatique, parce que la rentabilité de ce genre de dispositif est tellement spectaculaire, c'est presque trop simple. Voilà. Alors, il y a un grand exemple de fil collaboratif, c'est Netflix, qui est un loueur de DVD américain, qui est en train de basculer vers un modèle complètement de vidéo on demand. Ils avaient un modèle où les gens s'abonnaient et pouvaient voir autant de films qu'ils voulaient. Le problème, c'est qu'au bout d'avoir vu 20 ou 30 films, vous savez plus ce que vous voulez voir. Donc c'est très important, pour que vous gardiez votre abonnement, qu'on vous dise ce que vous voulez voir, sans que vous le sachiez. Donc ils avaient mis au point un propre algorithme de fil collaboratif, et ils jugeaient que c'était tellement stratégique pour eux de l'améliorer qu'ils ont ouvert un prix, une compétition internationale, gratuite, où tout le monde pouvait participer et où le prix était d'1 million de dollars si vous améliorez de 10% la fonction d'erreur que Netflix avait décidé d'associer à son problème. Donc il y avait un training set, il y avait un test set pour vous, et puis il y avait un autre test set où vous ne connaissiez pas les réponses, vous pouviez uploader vos résultats tous les jours si vous vouliez. Et celui qui atteint 10%, paf, il gagne 1 million de dollars. C'est les gens de Yahoo et TNT qui ont gagné le prix, ça a mis 3 ans de compétition. Donc, est-ce que l'impact économique de ce genre de choses est évident et est important? Si vous faites confiance à Amazon et à Netflix, et a priori c'est plutôt des gens qui ne sont pas débiles d'un point de vue business, oui, c'est très très important d'un point de vue business. Comment ça marche ces algorithmes? Je ne vais évidemment pas vous expliquer comment quel algorithme a gagné le Netflix Prize, c'est très intéressant, mais c'est un peu trop long pour l'exposé qui est là. Le plus important dans votre affaire, c'est d'avoir une fonction d'objectif. Donc, supposez que la note est entre 1 et 5, vous prédisez la note et vous faites minimiser les erreurs quadratiques. Une simple régression, ça ne marchera pas parce que les gens n'ont pas vu assez de films et vous avez trop de dimensionnalité et votre espace de mesure de départ est trop creux. Il n'y a pas assez de gens qui ont vu chaque film en moyenne. L'idée, une idée majeure, et ça, on va dire que c'est un nouveau concept que je veux vous introduire en prenant ça pour prétexte, c'est le concept de feature latent. Un feature, c'est, on va dire, une caractéristique. Vous supposez que les films ont un certain nombre de caractéristiques intrinsèques que vous ne connaissez pas. Je n'ai pas dit que je savais. Mais il y a, est-ce qu'il est violent? Est-ce qu'il y a du sexe? Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est en costume victorien? Est-ce qu'il y a des samouraïs? Est-ce qu'il est en noir et blanc? Est-ce qu'il est en 3D? Est-ce qu'il a été fait par Kubrick? Donc il y a plein de paramètres. Et pour chaque paramètre, vous pouvez dire est-ce que tel film est plus ou moins marqué positivement ou négativement sur tel ou tel paramètre. Vous pouvez imaginer une infinité de ces paramètres. Vous ne les connaissez pas. Et vous pouvez vous dire que chaque utilisateur a une certaine sensibilité à chacun de ces paramètres. Et les gens qui, si c'est en costume victorien, ils vont beaucoup aimer. Par contre, s'il y a des épées de samouraï dedans, ils vont moins aimer. Et puis, si l'actrice principale est blonde ou l'acteur est brun, c'est voilà. Donc, vous supposez que chaque film a un certain nombre d'attributs intrinsèques et que chaque utilisateur a une certaine appétence pour ces attributs intrinsèques, et vous ne savez pas quels sont ces attributs. Bon, on va faire ce qu'on fait toujours en machine learning, c'est on va apprendre. On va apprendre non seulement les appétences, mais les attributs eux-mêmes. Quels sont les axes? Comment vous faites? Le problème que j'ai posé, c'est un problème de dire, il y a un espace de feature latent, un espace d'attributs, et vous allez positionner chaque film dans cet espace d'attributs. Vous choisissez la dimension. Allez, je dis, il existe 500 attributs, 500 dimensions pour caractériser les films. Je veux positionner chaque film dans un espace de dimension 500, donc lui attribuer 500 paramètres, chaque utilisateur dans un espace de dimension 500. Et je vais dire, l'appétence d'un utilisateur à un film, c'est le produit scalaire. Comme ça, si les deux coefficients sont positifs, ça compte positivement. Et s'il y a un film qui a peu d'un attribut et que l'utilisateur n'aime pas cet attribut, ça compte aussi positivement. Par contre, dans l'autre sens, ça compte négativement. Bon, vous allez optimiser, vous allez chercher les positionnements dans cet espace des films et des utilisateurs qui minimisent l'erreur quadratique. Donc vous allez apprendre vos attributs. Après coup, vous verrez que vos attributs sont pertinents.
qu'il existe des films violents, qu'il existe des films pornographiques. Vous n'avez pas besoin de le savoir à l'avance. Vous allez l'apprendre. Tout comme tout à l'heure, on a appris que pitchounette et choupinette, c'était synonyme, mais on n'a mis aucun de nos préjugés sociaux dans ce truc-là. Voilà, c'est ce genre de choses. Alors après, il y a des algorithmes pour effectivement effectuer cette minimisation. Ce n'est pas une simple régression, c'est des algorithmes plus compliqués, c'est des algorithmes de descente de gradient stochastique qui ne vous intéressent pas, mais c'est pas si compliqué que ça. L'idée fondamentale, si vous avez suivi ce que j'ai dit sans écrire aucune formule, c'est la bonne. Voilà. On apprend les choses à partir des données empiriques. Cet enjeu de feature latent, il est très important parce que c'est ça qui permet de dépasser un certain niveau de précision dans des modèles complexes. Et en fait, c'est pas rien. Si vous regardez comment votre cortex visuel est fait, voilà, des neurones, je crois que c'est le cortex visuel, peut-être que je vous mens et que ce n'est pas le cortex visuel, mais ce n'est pas très grave, voilà, vraiment des neurones. Et ce qui est important, c'est que c'est structuré en couches. Vous avez une première couche qui est votre rétine, puis derrière une autre couche, et une autre couche. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que chaque couche, en fait, extrapole des features de plus en plus abstraits. Votre cortex visuel, il y a une première couche qui va dire, tiens, là, il y a une ligne droite, il y a une ligne oblique. Puis un ensemble de lignes obliques va vous dire, ah, mais là, il y a en fait un objet qui doit être probablement un bateau. Là, il y a un objet qui doit probablement être l'horizon. Et à partir de la présence de ces features dans une couche, à un moment donné, vous avez une couche plus abstraite qui dit, là, c'est un paysage en bord de mer. Voilà. Et donc, les modèles les plus puissants sont ceux qui sont à plusieurs couches de features latents, mais c'est les plus compliqués à apprendre et les enjeux de surapprentissage se manifestent de façon très forte. Ce n'est pas une blague, il y a réellement des concepts de très haut niveau qui sont encodés par des neurones. Je ne garantis pas la pertinence de ce travail-là, mais c'est vraiment un truc qui a été publié. On a mis en évidence par les outils visuels qu'il y avait dans le cerveau d'une femme un neurone qui s'activait quand il y avait Jennifer Aniston sur l'image. Et ça, donc, c'est un neurone après plusieurs couches. Et si vous arrivez à lire, en bas, là, il y a même Luke Skywalker, un neurone aussi qui lui est dédié, dans votre tête probablement. Vous avez un neurone qui s'excite quand il y a Luke Skywalker qui apparaît. Comment apprendre ça reste encore un peu difficile. Bon, il ne me reste pas beaucoup de temps et je voudrais juste un tout petit peu faire un petit digest, un executive summary des enjeux business qui sont derrière. Vous voyez que c'est pas... Oui, c'est des stats, comme Olivier disait, mais ce n'est pas des stats classiques. Ce n'est pas des stats où vous avez quelques faits expérimentaux, vous avez pris 200 patients et vous leur avez donné tel médicament et tel autre médicament, il y a la moitié qui est mort, vous en déduisez que c'est toxique. Non, c'est pas ça. Vous avez énormément de data. Et les hypothèses que vous voulez tester, est-ce que ce médicament est bon ou pas bon, en réalité, vous ne les connaissez pas. Vous ne voulez pas tester que tel utilisateur est sensible aux films pornographiques ou pas. Ce n'est pas votre problème. En réalité, vous allez générer vos hypothèses à partir des données. Et ça, c'est un vrai basculement épistémologique. Évidemment, derrière, votre but, ce n'est pas d'avoir un expert qui va vous donner une réponse à une question au bout de 6 mois. C'est vous allez avoir des algorithmes qui vont prendre des millions et des millions de décisions. Toutes les minutes ou toutes les heures, vous allez choisir à qui vous allez afficher quel bandeau publicitaire à tel moment, qui a un vrai risque de faire défaut. Alors, si vous voulez savoir si vous êtes dans le vieux monde ou dans le nouveau monde du point de vue de votre rapport à la prédiction, à la modélisation, regardez les formats d'output des gens qui font des modèles chez vous. Si l'output, c'est une présentation PowerPoint d'une équipe de stats qui a mis 6 mois à construire le PowerPoint, vous êtes dans le vieux monde. Si l'output, c'est un flux XML ou un JSON ou un CSV ou un truc que vous intégrez dans une base SQL, ou même NoSQL idéalement, vous êtes plutôt dans le nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, l'enjeu, ce n'est pas juste de construire des modèles, en fait. C'est d'arriver à maîtriser, comme la chaîne du froid, la chaîne de la valeur ajoutée data, qui commence à la collecte, et vous êtes capable de collecter la totalité des logs qui se passent dans votre univers, d'analyser ce qui se dit sur Twitter à propos de vous. Et vous allez... Donc là, j'ai parlé de la phase de modélisation qui est au milieu, mais il faut déjà nettoyer, collecter vos données. Et puis derrière, alors là, commence la vraie difficulté, qu'est-ce que vous en faites de ces millions de prédictions qui sortent en flux constant? Comment vous arrivez à confier la responsabilité d'exécution à une machine? Ça, c'est un point très difficile. À ma connaissance, tous les décideurs que j'ai rencontrés qui sont confrontés à ces problèmes-là, en gros, n'ont toujours pas compris comment on s'en sortait. Ils se disent, oui, il y a un potentiel énorme, mais ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ne savent même pas qui embaucher. Ce n'est pas clair qu'il faille embaucher vraiment des statisticiens ou des matheux ou des informaticiens.
C'est pas clair que la vraie difficulté, elle n'est pas dans l'intégration dans le workflow business et dans le workflow de production. Donc, attention, et malheureusement j'ai presque plus de temps, donc je vais juste finir sur cette mise en garde. Attention à ne pas être trop ambitieux. Oui, c'est fascinant, oui, c'est une promesse de valeur ajoutée énorme, et clairement, dans 10 ou 15 ans, l'économie sera structurée autour des gens qui ont réussi à valoriser ce genre de choses. Mais il ne faut pas essayer de tout faire d'un coup, c'est probablement trop dur. Donc mon conseil, c'est fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'ai créé une boîte qui vise à gérer quelques points de la chaîne. Je ne pense pas que tout le monde va maîtriser tous les points de la chaîne. Et le point critique que vous voulez, en premier lieu, maîtriser, c'est déjà connaître votre fonction objectif business. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Plutôt que d'être dans le fantasme, comment vous allez mesurer la qualité des méthodes que vous pourrez déployer qui utilisent ce genre de concept. Voilà, je crois que j'arrive à la toute fin. Donc je vous remercie de votre attention et voilà.